Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau de OM5 TV, Évasion littéraire. Je reçois l'écrivain Roger Anglot pour son essai « Parce que la France le vaut bien », édition Amalthée. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté mon invitation, Roger Anglot. Merci, bonjour. Merci de m'avoir invité déjà. Alors tout d'abord, j'ai un petit peu hésité au début. Est-ce que vous êtes écrivain ? Ou est-ce que vous êtes d'abord, vous êtes natif de la Martinique, formateur en management et communication, militant associatif et politique, président fondateur de l'Union nationale de l'Outre-mer, l'UNOM, comme on dit si bien. Alors, vous êtes d'abord écrivain ou par rapport à ce que vous êtes, dites-nous un peu. Alors, disons quand on vous présente, on doit vous présenter en tant que quoi ? Écrivain, oui. Président je suis formateur en management et communication. Avant tout. Voilà, avant tout. Et étant observateur de ce qui se passe dans le monde et autour de nous, autour de moi, donc je me suis mis à l'écriture. Je suis à mon 3e ouvrage. Bien. Expliquez-nous justement le titre de l'ouvrage, « Parce que la France le vaut bien », avec les couleurs bleu, blanc, rouge. Alors, si on examine la couverture, on voit effectivement un drapeau, bleu, blanc, rouge, les couleurs de la France, et un stylo. Et on regarde au bout de la plume, on voit 3 drapeaux. C'est une façon de dire, sur une page que nous devons ouvrir, écrivons une nouvelle histoire de la France. Une nouvelle histoire qui s'appuierait sur le passé de la France, donc ce que la France est, et ce que la France est devenue, et ce vers quoi la France tend. D'où le titre « Parce que la France le vaut bien ». Bon, je vais faire une petite plaisanterie, c'est une publicité aussi. Hein. Absolument, et je ne cache pas que je me suis inspiré de cette publicité sur la mode, le parfum, les cosmétiques, parce que vous le valez bien. Très bien, merci beaucoup. Vous sonnez l'alarme. Alors, je vais vous demander d'être en lecture avec moi tout au long de l'émission. Oui. Donc, la page alerte. Vous savez bien qu'on a une politique à 2 vitesses, je dirais même une politique d'autruche. Et en même temps, vous demandez aux citoyens de réagir. Alors, excusez-moi, mais je pense que nous, citoyens, on est déjà forcément au courant de cette politique et qu'on prend souvent les citoyens pour des pantins et manipulés, en quelque sorte. Alors, pour vous, c'était important de commencer par une alerte en mettant le point sur la table ? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, tout au long de notre conversation, vraisemblablement, nous en parlerons dans les détails. Mais il faut observer que les Français s'émeuvent, les Français râlent, on les dit pessimistes, etc. Et nous observons, moi en tout cas, mais je pense que beaucoup le font, que lors des échéances importantes, comme ça va être le cas en 2017 avec l'élection présidentielle, on dirait que les Français deviennent amnésiques, oublient tout à coup tout ce qui a fait leur colère pour agir comme ils ont l'habitude d'agir, c'est-à-dire, on peut déjà le dévoiler, on parle d'élection, parce que je suis un homme de gauche, je vais aveuglément voter pour quelqu'un de gauche. Parce que je suis un homme de droite, je vais voter aveuglément pour quelqu'un de droite. Alors que la conjoncture, alors que tout ce qui s'est passé dans la France sur un plan politique, un plan social, un plan économique, etc., tout cela ne m'a pas satisfait, mais je vais reconduire les mêmes errements. Alerte donc. Oui, bien sûr, mais vous savez que ce type d'ouvrage, il y a beaucoup de politologues qui écrivent déjà sur la condition de la France, sur la crise mondiale, puisque vous faites référence à une date qui est de 1929, début de la crise mondiale. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Expliquez-nous alors le cheminement, puisque vous êtes parti de cette date-là. Oui. Je pense que vous vous êtes documenté quand même. Bien effectivement. D'ailleurs, dans la première partie du livre, qui est consacrée à l'état du monde, on voit que la misère, l'austérité se sont installées, mais pas seulement en Europe, y compris également en Afrique. Donc c'est parti, on va dire, de prix
absolument, voire même abusivement élevé au niveau des denrées les plus nécessiteuses, comme le pain, le lait, etc. Ce qui a déstabilisé un peu le monde, surtout dans les pays les plus, on va dire, arriérés, si on peut s'exprimer ainsi. Revenons sur cette date, 1929. Donc 1929, c'est la grande crise. On ne parlera pas de subprime, mais également au niveau de la finance. Et qui a plongé le monde, mais le monde, pas l'Amérique, c'est parti des États-Unis, mais ça n'a pas plongé que les États-Unis, ça a plongé le monde dans une grande misère, dont le monde a eu du mal à se relever. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe depuis 2007-2008, on est en droit de se demander est-ce que ça n'est pas un 1929 bis. Ah oui, d'accord. Vous parlez du G20. Le G20 est aussi très important puisque c'est la rencontre des chefs d'État. C'est assez mondial en mondialisation en quelque sorte. Les 20 pays les plus riches du monde. Absolument. Donc dans cette crise économique, comment placez-vous le G20 ? Eh bien, le G20, effectivement, prend des dispositions, se réunit, on va dire, de façon sporadique, mais assez souvent, pour décider des mesures en tenant compte des conditions économiques, en tenant compte de la société telle qu'elle se trouve au moment où ces réunions sont en place. Mais ce qu'on observe, c'est que ces grandes décisions ne font pas avancer les choses et n'améliorent absolument rien. Si on regarde les décisions qui ont été prises, par exemple, pour la finance en 2007-2008, puisque c'est parti de là, les subprimes, on observe qu'aujourd'hui, nous en sommes pratiquement dans la même situation quant à la mainmise des banques sur l'économie et le retrait par rapport aux aides qu'il faudrait donner aux agriculteurs. Oui, tout à fait. Nous sommes en plein dedans. Absolument. Vous parlez de banques, moi je vais vous parler des traders. Où est-ce qu'on en est justement avec, on ne va pas parler de l'affaire Cahuzac, etc. et j'en passe et d'autres, mais justement dans cette crise mondiale, où est-ce que vous placez de nouveau tous ces traders ? Où est-ce que je les place ? Placez-les. Est-ce qu'ils sont fautifs ? Est-ce qu'ils, je dirais, ils contaminent ? Parce que vous parlez aussi de cancer, maladie de la France. La France est malade. Elle a toutes sortes de maladies. Ils participent, dirons-nous, de la misère qui frappe les plus démunis. Parce que en manipulant les finances, les conditions financières, etc., ils alimentent de plus en plus la mainmise de l'économie sur la condition humaine. Voyons aujourd'hui que tout est pour la finance et les traders y trouvent leur place parce qu'en fait pour eux c'est une mine d'or. Ça leur permet de vivre et de proliférer. Parlons du traité européen. Oui. Alors, la rencontre, justement, ce traité, l'ouverture de Maastricht, dont vous parlez si bien. Oui, donc... L'Union européenne, à la page 163. À page 163. Oui, l'Union européenne, une dérive autoritaire. Pour moi, c'est le Titanic, c'est l'échec total. La France va mal à ce moment-là. Oui, parce que lorsque l'Europe a été construite au départ, il était question de réunir des pays européens pour éviter que la guerre qui avait lieu dans les années précédentes ne se remette en place, ne se renouvelle, que les États se retrouvent pour avancer, cheminer ensemble. Donc sur un plan économique, mais également sur un plan politique. Sauf que le plan social a complètement été mis de côté, écarté. Aujourd'hui, nous observons bien que tout ce qui se fait au niveau de l'Europe, bien évidemment, il y a des choses intéressantes et positives qui sont réalisées. Mais si on regarde globalement l'action de la communauté européenne sur les États membres de cette communauté, on observe que nous sommes loin du compte, en tout cas loin de la satisfaction que les peuples des différents États pourraient retrouver. D'ailleurs, il n'y a pas aujourd'hui de peuple européen. Et il y a des peuples disparates, peuples français, italiens, etc., mais il n'y a pas de peuple européen. Et on observe que les différentes décisions qui sont prises au nom d'un peuple européen fictif. Observons également que pour ce qui concerne la communauté, la construction européenne, on a parlé de subsidiarité. Moi, j'insiste dans mon livre là-dessus pour dire que c'est une fumisterie. Cette subsidiarité, elle n'existe pas vraiment. Et l'Europe, de plus en plus, mais pas seulement de mon point de vue, s'occupe de choses dont elle n'a pas à s'occuper. Le moindre fait et geste du français, de l'espagnol, de l'italien, etc., est géré par l'Europe. Alors que, de mon point de vue et du point de vue de beaucoup d'autres, ça devrait être
des actions transversales, comme par exemple une défense commune, comme par exemple comment traiter l'agriculture sur le plan européen pour qu'on se retrouve avec les mêmes normes, etc. Et ça n'est pas ça qui est pris en compte. Le moindre fait et geste du français est pris en compte par l'Europe, ce qui fait que nous passons à côté des choses pour lesquelles l'Europe devrait avoir une utilité. Très intéressant. Alors vous parlez de Valéry Giscard d'Estaing, de Sarkozy, bien évidemment. Pourquoi ne pas aussi référencer l'Inde, qui a aussi un pouvoir microéconomique et social très intéressant, et aussi les Antilles, la Caraïbe, les Amérindiens? Les intéresser à quel point de vue? Par rapport à cette crise mondiale économique, la France le vaut bien, on est toujours là-dedans. Ah, mais ils sont concernés. Ils sont dedans, parce que j'ai pas... Enfin, non, mais... permettez, je ne suis pas allée en lecture vers l'Inde. D'accord. Et vers la Caraïbe, qui fait partie aussi de cette crise mondiale. Oui, mais l'idée, ça n'était pas de passer en revue les différents tracas et les désagréments de la crise. L'idée, c'était, et c'est ça parce que la France le vaut bien, c'est interpeller nos concitoyens pour leur dire, en 2017, nous serons de nouveau appelés à élire un président de la République et à donner le coup d'envoi à un nouveau quinquennat. C'est ça le central, on va dire, du livre. Oui. Donc voilà pourquoi je ne m'étends pas, par exemple, sur les difficultés que connaissent nos départements d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane, mais aussi les territoires d'outre-mer. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un autre livre que j'ai écrit précédemment et qui s'appelle Martinique, Guyane, Guadeloupe, les raisons de la colère, où je me penche véritablement sur les désagréments, sur le marasme économique qui sévit en Martinique, Guadeloupe, Guyane notamment, etc. Donc pour revenir sur ce livre, parce que la France le vaut bien, il s'agit d'interpeller nos concitoyens, leur dire, mais en fait, et c'est ça, vous avez bien commencé au début en disant, l'alerte, oui, c'est interpeller les citoyens d'abord. Mais pourquoi reconduisons-nous toujours les mêmes erreurs? Ouais. Et je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas voter pour quelqu'un de la mouvance de gauche parce que je suis moi-même de la mouvance de gauche. Nous serons en 2017, nous sommes au 21e siècle, à considérer tout ce qui s'est passé sur les 40 années qui se sont écoulées. On observe que ça soit la droite, que ça soit la gauche, nous sommes dans le même marasme économique sur l'ensemble de la France, donc les Outre-mer forcément. Parfait. Oui, et ces différents gouvernements qui se sont succédés n'ont rien changé ou si peu. Je reviens sur cette date, en 1929, nous étions sur le franc, n'est-ce pas? Donc diriez-vous qu'avec l'euro, c'était la catastrophe? Ce qui est certain, c'est que le passage à l'euro a plombé le pouvoir d'achat des ménages. Et des citoyens. Oui, des ménages et des citoyens, mais d'une façon plus large, les citoyens. Et ça, on ne veut pas le reconnaître, on le dénie et on nous fait croire le contraire. Absolument pas. Ce que l'euro a fait, c'est enrichir davantage ceux qui étaient déjà riches. Mais le citoyen lambda ne s'y retrouve pas. Pensez avec 5 francs, ancien franc, 5 francs, eh bien, vous pouviez presque déjeuner. Très bien. On va synthétiser sur l'ouvrage vos recherches. Vous les avez commencées à la date qu'on vient d'évoquer en 1929 et vous êtes remonté en 1912. Vous avez fait tout un circuit sur cette crise mondiale, ce que la France le vaut bien. Oui, donc je suis parti effectivement de 1929, après la guerre 39-45, pour voir comment la France s'est retrouvée exsangue après cette guerre et comment elle s'est trouvée dépossédée, on va dire, de son pouvoir économique par rapport aux États-Unis et comment elle a remonté avec les autres pays européens, elle a remonté la pente et on a parlé des 30 glorieuses qui ont permis que, eh bien, nous étions en période de plein emploi, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Alors pourquoi aujourd'hui nous sommes dans ce marasme économique? C'est parce qu'il y a, de mon point de vue, mais pas seulement du mien, un ensemble de dispositions, de mesures, de lois, etc. qui ont été mises en place et qui font que ça a plus contribué à tirer la France en arrière que la tirer vers l'avant. Page 132, l'immigration des espoirs. Page Vous 132. faites référence. Oui.
Alors cette immigration, elle date aussi, bien avant toujours de cette même date, de cette remontée historique de cette crise mondiale. Oui, parce que la France a toujours été terre d'immigration et terre d'accueil depuis très longtemps. Donc on ne découvre pas l'immigration aujourd'hui. Sauf que l'immigration de nos jours a pris une tournure qui n'est pas celle qu'on connaissait il y a 30-40 ans. Donc l'immigration aujourd'hui demande à être considérée différemment que comme elle a été considérée par le passé. Et ce qui me semble ne pas très bien fonctionner, c'est par exemple de dire que les immigrés, on ne peut plus les accepter. C'est vrai que la France n'est pas en mesure aujourd'hui d'accepter des immigrés. En tout cas, en nombre aussi important qu'elle a pu le faire par le passé. Il n'empêche que l'immigration a toujours existé, qu'elle existera toujours. Donc il s'agit de voir comment, d'une façon humaine, on va accueillir ces immigrés. Et parlons du droit de vote. Puisqu'on synthétise le livre, il est très intéressant. Oui. Le droit de vote par rapport à l'immigration. Moi, je suis pour. Parce que je me dis, mais attention, droit de vote encadré. Cela veut dire quoi? Vous avez des gens qui arrivent et qui sont acceptés sur notre territoire français, donc qui sont en immigration, on va dire, légale, donc bien encadrée. Ces personnes, ça fait des années, 20 ans, parfois plus, qu'elles sont sur le territoire. Pourquoi ne pourraient-elles pas participer au vote local dans la cité où elles produisent ces personnes de façon économique, sociale, etc., aussi bien que celui qui est né en France, qui est là depuis longtemps. Donc le droit de vote aux immigrés pour les élections locales, je pense que c'est une bonne chose et que ça serait une façon de bien les voir et de les accueillir et d'agir de façon humaine. Alors, si on va partir sur un plan médical. Vous faites l'autopsie, vous avez des radios. Comment vous allez montrer la maladie de la France avec, sur un plan neurologique, que la France va mal? Et comment on va le montrer sur un plan médical? Voilà. Ouais. On met des radios et on imagine des petites molécules. Et chaque molécule appartient à différents pays. Dans la France, je le vaux bien. D'accord. Eh bien, par exemple, l'agriculture me semble un point très intéressant à mettre en exergue tout de suite. L'éducation nationale me paraît être un point très important à mettre en exergue tout de suite. La démocratie, pareil, qu'il faut rénover de mon point de vue, c'est autant de sujets sur lesquels il faut zoomer pour dire voilà les points sur lesquels il faudrait que nos gouvernants agissent pour faire que la France avance sereinement et on va dire et de façon beaucoup plus ouverte. Un seul exemple. On dit que la France, on a du mal à la réformer. Mais forcément qu'on aura du mal à la réformer si on s'y prend mal. Parce qu'en fait, réformer, c'est déjà faire adopter le projet de réforme. Et pour faire adopter ce projet de réforme, faut-il qu'il soit mis en place ce projet de façon consensuelle. Très bien. Aujourd'hui, et j'en termine là rapidement là-dessus, oui. on observe que les projets sont concoctés en interne par les gouvernements, donc comme ils le veulent, et ils veulent l'imposer, alors que nous avons soi-disant des représentants syndicaux, des parlements, etc. Donc il faudrait associer toutes ces personnes-là en amont à ces réformes. Et d'autres maladies diagnostiquées, vous en voyez d'autres? À part ce que vous venez de dire, l'éducation, l'agroalimentaire, les agriculteurs. Oui, la démocratie, je l'ai dit, oui. Mais également la place de la France dans l'Europe. La France doit, de mon point de vue, être un moteur de la construction européenne, ce qui suppose qu'elle soit en état d'être ce moteur. Aujourd'hui, elle n'est pas en état d'être ce moteur. Et vous invitez les citoyens à venir voter en 2017. Et forcément, je le dis... Vous dites que la France est un héritage. Oui, la France est un héritage que nous devons soigner parce que nous aurons à le transmettre. Donc, c'est comme une famille. Vous transmettez à vos enfants un certain nombre de biens, mais avant que ces enfants aient ces biens, faut-il qu'ils soient ces biens en bon état. Donc, je dis à nos compatriotes, en 2017, l'abstention ne saurait être une option. Très bien. Il faut voter. Merci à vous, monsieur Roger Anglot. Je rappelle le titre, La France, parce que la France le vaut bien, que vous voyez en image, parce que la France le vaut bien, édition Amalthée. Merci à vous. Et avant de vous quitter, je vais vous demander de lire brièvement le passage de Alerte. Et je vous quitte. Alerte.
c'est l'ouverture de ce livre. Vous les politiques, devrait-on dire les politiciens, qui ne cessez de vous entrebattre pour emporter le titre de président de la République. Vous qui prétendez aimer tellement la France, qu'avez-vous fait de ce beau pays jadis si conquérant? Et nous, Françaises, Français, citoyens de France, comment pouvons-nous si régulièrement nous laisser berner, endormir, emberlificoter, déposséder de notre souveraineté par ceux-là même que nous ne cessons de dénoncer, de vilipender? Ce sont là deux questions majeures qui, plus que jamais, doivent interpeller chacun d'entre nous, à quelque niveau qu'il se trouve. Merci à vous, Roger Anglot. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur le plateau de OM5 TV, Évasion littéraire. Merci à vous.